Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est ici que ça se passe, sur Télésud. Les engagés, je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent, vous le savez, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes, mais aussi des combats. Alors aujourd'hui, notre invité, il s'agit d'une personnalité complètement engagée. Il s'appelle Michel Taube. Michel Taube, il est d'abord journaliste, il est fondateur d'Opinion Internationale, mais il est surtout aussi un des fondateurs, mais le fondateur d'une ONG Ensemble contre la peine de mort. On va en parler aujourd'hui parce que notamment, il y a actualité. C'est parti, générique. Michel Taube, ravi que vous soyez avec nous dans Les Engagés. Vraiment un vrai plaisir. Bonjour. Bonjour cher Adil, je suis très content d'être sur Télésud et plus particulièrement avec vous parce que comme on va parler d'engagement, je vais vous surprendre un peu, mais est-ce que vous savez qu'on a déjà eu un engagement commun, vous et moi? Rappelez-nous. Oui, on a moi, je me rappelle animé très un bien. tour du monde du développement durable. Vous avez raison, mais vous à avez la raison. Cité internationale universitaire de Paris. De Paris. Et c'était très intéressant et c'était une Exact. forme d'engagement. C'était beau, puisque 15 ans après, c'était il y a 15 ans déjà, ouais, 15 ans après, ça nous rajeunit pas tout le monde ça. parle du développement durable, d'écologie, d'économie. Vous étiez en quelque sorte un précurseur déjà. Exactement, mais on l'a été ensemble. On l'avait fait ensemble, ce tour du monde du développement durable. À la Cité internationale universitaire de Paris, qui je suis sûr doit beaucoup parler aux téléspectateurs de Télésud. Je garde un excellent souvenir de cette époque. Moi aussi. Vous le savez? Absolument. Ouais, vraiment. Parce que moi, j'ai gardé encore les quelques brochures qu'on avait, etc. C'était magnifique. Bon, en tout cas, je suis ravi évidemment que vous soyez avec nous. Dites-moi, mon cher Michel Taube, d'abord plusieurs choses. Évidemment, on va commencer avec l'actualité vous concernant. Vous êtes le fondateur d'Opinion Internationale. En quelques mots, Opinion Internationale, rappelez-le-nous à celles et ceux qui nous regardent. Alors, pour les engagés, ça tombe bien, puisque mon journal, que j'ai créé il y a 11 ans, est le média des décideurs engagés au cœur de l'actualité. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de donner la parole à des décideurs qui prennent des positions dans l'actualité et, si possible, sur des valeurs dans lesquelles je crois, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pour ça que j'ai une cravate et des chaussettes oranges qui couleur de la lutte contre les violences. Barbier avec son écharpe rouge. Exactement. Et on a désormais, je le confirme à nos téléspectateurs, Michel Taube et sa fameuse cravate orange. Absolument. Orange, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'aux Nations Unies, vous avez tous les 25 novembre l'Orange Day, qui est la journée orange contre les violences faites aux femmes. Donc pour moi, c'est une forme d'engagement. Mais dans Opinion Internationale, on parle aussi de laïcité, on parle du rayonnement de la France dans le monde, qui est souvent difficile malheureusement à défendre, mais on essaye. On parle de l'égalité femmes-hommes, j'en parlais. On parle évidemment de l'économie, on parle de la politique, on parle de Macron, on parle des Gilets jaunes, on parle de l'Afrique, on parle du Moyen-Orient, on parle des accords d'Abraham, auxquels je suis très attaché, rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Voilà, donc effectivement, mon média, c'est un média engagé à sa manière, alors non partisan. Un média en ligne. On est un média en ligne, opinion-international.com. Il draine combien d'audience? Comme je dis souvent, on a peu de lecteurs, mais on a des très bons lecteurs. Donc en fait, des décideurs, des politiques, des juristes, des consultants, des parlementaires, des diplomates, des journalistes, des dirigeants d'ONG, des chefs d'entreprise. Moi, ce qui me motive, c'est d'essayer de mobiliser des décideurs en situation de prendre des décisions pour défendre en fait des valeurs dans lesquelles je crois et sur lesquelles j'essaie de m'engager. Absolument, mais vous avez été aussi le fondateur de l'ONG Ensemble contre la peine de mort et vous êtes aussi, rappelons-le, auteur de plusieurs ouvrages et de tribunes qui ont été encore et qui continuent d'être publiés. Ensemble contre la mort, nous allons en parler justement en quelques lignes. Rappelez-nous cette ONG justement, je vous ai connu à l'époque où vous étiez plus jeune, vous aviez porté évidemment une cause. Je l'ai créé de mars à juin 2000. Parce qu'en fait, et je m'en souviens comme si c'était hier, le 1er mars 2000, au journal de 20h sur Antenne 2, à l'époque ça s'appelait Antenne 2. On a les images, attendez, vous croyez bien pas si bien dire. Notre réalisateur, Saber, s'il veut bien nous montrer les... Vous aviez le journaliste Étienne Lénart, qui était le correspondant d'Antenne 2 aux États-Unis, qui a fait le portrait d'une Française, Colette Berthès, qui s'était mobilisée pour défendre un condamné à mort américain qui s'appelait Odell Barnes. Et lorsque j'ai vu qu'une Française
traversais l'Atlantique pour aller aux États-Unis défendre un condamné à mort américain, je me suis dit, mais la peine de mort n'est plus une question nationale. Ce n'est pas les Français qui se battent pour l'abolition en France, comme ça a été le cas avec Banater, Mitterrand, Philippe Seguin, Jacques Chirac. Absolument. Vous êtes tout jeune, là. Vous aviez quoi? Vous aviez à peine 25 ans, là, non? C'était il y a 25 ans. Donc j'avais 30 ans environ. Ouais. Et à l'époque, on a organisé le premier congrès mondial contre la peine de mort. Avec M. Banater, là, je vois. Il y avait Robert Banater, il y avait tout à gauche, il y avait Raymond Forny, qui à l'époque était le président de l'Assemblée nationale. Non, la dame qui est entre Banater et M. Forny, c'est Bianca Jagger, qui était la femme, une des ex de Mick Jagger, la star des Rolling Stones. Et nous avions également avec nous Catherine Deneuve, on a eu de nombreuses personnalités. Et si vous voulez, j'ai créé une organisation, Ensemble contre la peine de mort, qui effectivement, en 3 ans, s'est imposée comme étant l'organisation internationale de référence dans la lutte contre la peine de mort. On a organisé des congrès mondiaux contre la peine de mort qui ont toujours lieu tous les 3 ans. Le dernier s'est tenu en Allemagne il y a quelques semaines. On a créé une coalition mondiale contre la peine de mort et surtout, ce qui me paraît le plus important, tous les 10 octobre, il y a la journée mondiale contre la peine de mort qui donne lieu à des initiatives dans le monde entier. Alors l'organisation, je l'ai quittée en 2007-2008 pour faire d'autres choses. J'avais envie d'élargir mes combats et m'engager sur d'autres choses. J'ai créé un journal sur le développement durable, puis j'ai créé Opinion Internationale. Mais voilà, j'ai créé Ensemble contre la peine de mort et vous pensez bien que la lutte contre la peine de mort, j'y suis très très attaché. Lorsque je vois qu'en Iran, mais on va en parler, attendez. Justement. Exactement. Mais voilà, le combat pour l'abolition de la peine de mort me paraît très important. On va en parler justement. La structure de l'émission, vous le savez, elle ne change pas, ne bouge pas. L'actu, votre portrait et votre ONG, justement, on va en parler. Très intéressant tout ça, évidemment. Ça mériterait peut-être un peu plus de 27 minutes. Tout de suite, jingle, c'est parti, l'actu. Michel Taube, justement, vous en parliez il y a quelques secondes à peine, je mets mes lunettes, vous faisiez référence à l'Iran. L'Iran est le deuxième pays, vous m'arrêtez évidemment si je m'induis en erreur, est le deuxième pays, après la Chine, qui pratique le plus justement la peine de mort. Vous confirmez ? Je le confirme, c'est malheureusement un des pays qui est dans le trio de tête de l'application de la peine de mort dans le monde. La différence entre l'Iran et la Chine, c'est que la Chine ne s'en vante pas. Ils en appliquent beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup d'exécutions en Chine, mais ils n'en font pas, j'ai envie de dire, une revendication. L'Iran, c'est différent. Les mollahs en Iran sont malheureusement fiers d'appliquer la peine de mort. Et ils le font d'autant plus que, comme vous le savez, depuis septembre dernier, depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, qui était une jeune fille qui avait enlevé ou qui ne portait pas de façon assez rigoureuse le voile islamique, elle a été malheureusement assassinée par la police des mœurs iranienne. Et ça a déclenché un mouvement que moi j'appelle une révolution, Femmes, Vie, Liberté, qui a donné lieu à des milliers de manifestations, des centaines de milliers d'Iraniens qui sont mobilisés en Iran et dans le monde pour essayer d'obtenir la chute du régime des mollahs. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines ? L'effroyable exécution. Il y a eu déjà 2 exécutions. On évalue environ une centaine d'Iraniens qui sont condamnés à mort, des milliers qui risquent la peine de mort. Et le régime utilise la peine de mort comme une arme de guerre et de pression sur les manifestants. L'arme de guerre, justement, en 2021, j'ai un chiffre que je vous soumets. L'Iran, c'est au moins 314 exécutions jamais élevées depuis 2017. Absolument. Non, mais c'est ça révèle quoi, terrible. Ça révèle quoi au juste ? Ça révèle la nature. Justement, vous parliez d'armes, l'arme capitale. Ça révèle la nature d'un régime. C'est un régime qui utilise la peine de mort pour faire peur à ses citoyens, qui utilise la peine de mort sur de faux prétextes religieux, parce qu'évidemment, ils invoquent une conception très rigoriste de l'islam pour légitimer l'application de la peine de mort, alors que vous en avez d'autres, et qui sont beaucoup plus nombreux, qui considèrent que ni au nom de l'islam, ni au nom de n'importe quelle religion, on ne peut appliquer la peine de mort. Malheureusement, en Iran, ils ont une conception extrêmement dure de l'islam, et qui fait qu'ils légitiment l'application de la peine de mort. Mais ce qui est véritablement scandaleux, c'est qu'effectivement, ils en font une arme
de dissuasion massive contre les citoyens iraniens, mais je vais vous dire, cette arme, elle ne marche pas. Parce qu'à chaque exécution d'un pauvre condamné à mort iranien, vous en avez des centaines derrière qui se soulèvent et qui se mobilisent pour protester contre la nature de ce régime. Vous avez eu l'occasion d'en parler justement au travers de tribunes, d'éditos Bien entendu, que j'ai signé d'ailleurs avec de nombreux Iraniens ou franco-iraniens. Il y a actuellement une mobilisation. Dans le JDD. Alors, dans le JDD, dans mon journal et dans d'autres médias, nous avons organisé à l'Assemblée nationale un très grand rassemblement le 28 novembre dernier parce que l'Assemblée nationale française a voté à l'unanimité une résolution demandant au régime iranien d'arrêter d'oppresser le peuple, son propre peuple, qui est en train de se mobiliser. Donc effectivement, je pense que c'est un combat de tous les jours. Et c'est un combat, qu'est-ce que demandent les Iraniens en fait? Ils demandent la liberté, ils demandent l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils demandent aussi une valeur qui est très chère, qui nous est très chère en France, qui est la laïcité. Parce que finalement, ce que demandent les Iraniens, c'est que le religieux et la foi soient cantonnés à la vie privée et que dans l'espace public, il y ait une neutralité et une discrétion du religieux, comme on l'a en France. Et comme vous le savez, la laïcité est un de mes combats. De laïcité, quelle est la place de la laïcité en Iran? Comment peser justement sur la laïcité? C'est finalement ma question. Le combat pour la liberté de cette laïcité, elle commence où? Vous faisiez référence à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, vous faisiez référence à la France. Elle commence où, ce combat-là? Il commence en Europe, en France, aux États-Unis? Où, précisément, la laïcité, on a parlé de la peine de mort, mais sur la laïcité, il y a une actualité en France et qui, elle, m'a amené à co-signer avec Frédéric Thirier, l'ancien patron de la Ligue de football professionnel, un grand avocat et un grand humaniste, une tribune dans le JDD il y a un peu plus d'un mois, demandant en fait d'inscrire la laïcité dans la Constitution française. Et c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est de dire que dans l'espace public, quand vous avez des convictions religieuses, vous les réservez à votre foi personnelle et à votre vie privée. Donc la laïcité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la neutralité dans l'espace public et ça veut dire la discrétion. C'est-à-dire que chacun est libre d'exercer son culte, chacun est libre d'exercer ses valeurs religieuses, spirituelles, philosophiques, mais dans la discrétion, parce que pour ne pas gêner son voisin qui peut peut-être penser autrement. Et donc en France, la laïcité a une valeur très forte. Alors on croit souvent que c'est très français, mais non, c'est pas très français. Vous avez plein de pays, par exemple la Turquie, avant que Erdogan ne prenne le pouvoir, la Turquie était un pays laïque. Et vous avez aujourd'hui beaucoup d'adversaires d'Erdogan. Il y a des élections présidentielles cette année en Turquie qui sont pour la laïcité. En Iran, le peuple iranien qui se soulève, c'est pour demander cette neutralité de l'État. L'État n'a pas à s'immiscer dans la vie religieuse, personnelle, philosophique de chacun. Et donc la laïcité, c'est pour moi une valeur très très forte. Et comme vous le savez, en France, nous avons des problèmes avec évidemment des prises de position dans l'espace public de religieux qui aimeraient effectivement conquérir nos esprits, convaincre nos enfants, etc. Et là, en France, on n'aime pas ça. On a envie encore une fois, de neutralité, de discrétion. C'est une valeur qui, pour moi, est très importante et qui m'amène à m'engager. Je vous sens évidemment embarqué, là. Non, mais on le voit depuis plusieurs années. Non, mais je vois, vous êtes là, vous êtes prêt à partir évidemment au front et vous n'abandonnez jamais. Et c'est l'actualité qui le veut. Et bien, vous savez quoi, en tout cas, je vais essayer moi-même d'aller creuser un peu plus ce qui vous anime. Ça va être le plus délicat, ça. C'est le moment, évidemment, confession, le moment où on parle de vous. Portrait, c'est parti, jingle. Vous avez écrit aussi des ouvrages dans ce sens. Oui. Vous pouvez nous en rappeler quelques-uns, justement, Michel Moi, Taube? les seuls ouvrages dont je voudrais parler, c'est mes livres contre la peine de mort. J'en ai écrit 2. J'en ai écrit un contre la peine de mort aux États-Unis, même 2 contre la peine de mort aux États-Unis. Dans l'Encyclopédie universaliste, qui malheureusement n'est plus trop diffusée, c'est moi qui ai écrit les articles sur la peine de mort. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai aussi écrit 2 bouquins, j'ai oublié de le dire, contre le Front National. Parce que vous êtes mobilisé contre le Front National en France dans les années 90. Absolument, tout à fait. Oui, vous avez tout dit. Vous avez parlé de la LICRA, vous avez parlé évidemment de ce que vous avez fait, mais on parle aussi du Front National, cette forte mobilisation, avant de parler de Together, qui vient après, en 2010. Ça, c'était en 1997,
à Strasbourg. J'ai co-organisé une grande marche européenne contre le Front National. C'était l'époque où Jean-Marie Le Pen était à la tête du Front National. Et j'ai beaucoup dénoncé les valeurs qu'il représente. Vous savez, 20 ans ou 25 ans après, quand je vois que le Rassemblement national est gouverné, dirigé par Marine Le Pen, la fille de son père, j'ai toujours des doutes quant à savoir si elle a véritablement changé la nature de son parti politique. Alors comme Marine Le Pen... Vous aviez dénoncé, vous avez regretté récemment son déplacement au Sénégal. Absolument. Ça vous a scandalisé, je sais, on a échangé ensemble. Mais écoutez, franchement, Macky Sall est quasiment le premier chef d'État en exercice qui reçoit Marine Le Pen. Elle avait été reçue par Donald Trump, mais à l'époque, c'était en catimini, etc. Là, dans l'exercice de ses fonctions, il reçoit Marine Le Pen. Ça restera, comme à mon avis, un poids dans l'héritage de Macky Sall, parce qu'il lui donne une légitimité, une crédibilité internationale dont elle avait besoin. Alors vous me direz, c'est un peu honteux quand même ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de photo de leur rencontre. Donc, franchement, pourquoi n'y a-t-il pas de photo? Il n'assume pas cette rencontre. Pourquoi la reçoit-il alors s'il ne communique pas derrière? Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais effectivement, moi, je garde un doute extrêmement profond quant à savoir si le Rassemblement national, qui va peut-être demain gouverner la France. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on en parlait, et vous me demandiez, selon vous, qui est le prochain président de la République, je vous dirais Marine Le Pen, malheureusement. Mais donc, je pense effectivement qu'en termes de valeurs, en termes de défense des droits de l'homme, en termes de rayonnement de la France dans le monde. Ce serait absolument catastrophique qu'une Le Pen arrive au pouvoir. Après, c'est peut-être ce qui va arriver. J'espère qu'effectivement, sa conversion sur beaucoup de sujets est sincère. Je la crois d'ailleurs volonté sincère, mais est-ce qu'elle sera effective? Ça, c'est pas du tout gagné. Allez, il nous reste quelques minutes. Mais j'ai volontairement laissé, évidemment, passer tout cela. L'ONG, on va en parler quand même. Jingle, c'est parti. Justement, on en parlait tout à l'heure, vous êtes le fondateur, je le rappelle, de l'ONG d'Ensemble contre la peine de mort. Et plus que jamais d'actualité aujourd'hui. La peine de mort est injustifiable. Justement, elle est inhumaine, inefficace, irrévocable. Ça, c'est des mots d'Amnesty International. Vous savez, qui le répète en permanence. Les raisons d'être contre la peine de mort, mon cher Michel Taube, c'est quoi au juste, justement, quand vous avez, vous, animé votre ONG, Ensemble contre la peine de mort, vous l'avez même présidé, vous avez tenu... J'aimerais qu'on commente, rappelez-nous sa création. 2000, en 2000, mars. Je croyais que c'était 2001, en 2000. Non. Octobre 2000, on crée l'association en octobre 2000. En juin 2001, on organise le premier congrès mondial contre la peine de mort à Strasbourg, au Conseil de l'Europe et au Parlement européen. Strasbourg est du beau monde. Et on crée la journée mondiale contre la peine de mort dès le 10 octobre 2003. Donc vraiment, en 2 ans, on a fait un travail de folie. On a réussi à fédérer des abolitionnistes dans le monde entier. Donc, grosse ONG de plaidoyer international. Absolument. C'est ça, hein. Et de sensibilisation, absolument, surtout. Et qui a eu comme originalité de fédérer des personnes très très différentes. Il y avait à la fois des catholiques très opposés à la peine de mort, mais aussi des laïcs extrêmement engagés contre. Il y avait beaucoup d'amis du Maghreb, beaucoup de Marocains, beaucoup de Tunisiens qui étaient engagés avec nous contre la peine de mort, parce que malheureusement dans le monde arabo-musulman, la peine de mort n'a toujours pas été abolie, mais il y avait aussi des Américains, il y avait des gens de Hong Kong. Donc c'était vraiment un mouvement international qu'on a réussi à créer. Robert Badinter, la figure emblématique, l'avocat, et puis alors, en France, était votre président d'honneur. Alors oui, il a été notre parrain, j'ai envie de dire. Il a été notre parrain. Donc plus c'est que un ça monsieur encore. qui nous a vraiment beaucoup inspiré et aidé. Après, moi, je voudrais rendre hommage à des personnalités comme Raymond Forny, qu'on voyait sur une des photos, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Catherine Deneuve, qui a été, lorsque je présidais... Si notre réalisateur peut faire défiler Catherine Deneuve, voilà, on vous voit là. C'était en quelle année, ça? Alors ça, c'était... Là, il y a 2 actrices, ça, c'était à Montréal, lors du 2e congrès mondial contre la peine de mort, que j'ai organisé en octobre 2004. Et Catherine Deneuve, ça a été vraiment un scoop mondial. Parce que Catherine Deneuve était et est toujours une star mondiale. C'est une des rares personnalités françaises connues dans le monde entier. Et là, il se passe quoi, là, à Montréal ?
Ah ben là, on est à l'inauguration, à l'ouverture du 2e congrès mondial contre la peine de mort à Montréal. Et c'était très important parce que lors de ce congrès... On vous voit là avec Catherine Deneuve. Alors ça, c'était en juin... Excusez-moi. C'est à Paris, ça. Ça, c'était en 2001 à Paris, lorsque j'ai été remettre avec Catherine Deneuve à l'ambassade américaine les 500 000 signatures, parce qu'à nos pieds, il y avait une trentaine d'énormes sacs de jute de la Poste, dans lesquels il y avait des centaines de milliers de signatures d'une pétition qu'on avait lancée contre la peine de mort aux États-Unis. Et Catherine Deneuve était venue avec nous à l'ambassade américaine remettre cette pétition. C'était l'année où George Bush a été élu président des États-Unis. Et George Bush était à l'époque gouverneur du Texas et il se disait fier d'avoir laissé exécuter plus de 150 condamnés à mort au Texas lorsqu'il était gouverneur. Et donc Catherine Deneuve a été une des marraines de notre association lorsque je l'ai présidée. Votre ONG, ouais. Je tiens à préciser d'ailleurs que je n'en suis plus aujourd'hui dirigeant. Mais que l'association existe toujours. Mais évidemment, je resterai toujours le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et je pense aujourd'hui que ce combat reste d'actualité. On a parlé de l'Iran. Je pourrais parler du Congo, Brazzaville, parce que j'en reviens, où j'ai pu interviewer le chef de l'État. Le Congo a un point commun avec la France. C'est que le Congo a inscrit dans sa constitution en 2015, comme Jacques Chirac l'avait fait en France en 2007, suite à ma proposition, l'abolition de la peine de mort est inscrite dans la constitution de nos deux pays. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont mis l'abolition de la peine de mort dans leur loi fondamentale. Vous avez échangé avec le chef de l'État, le président de Absolument, et les auditeurs de télé... Denis Sassou Nguesso. Qu'avez-vous échangé justement sur ces questions? J'invite les auditeurs de Télé Sud à lire l'interview que j'ai publiée il y a 2 jours à la une d'Opinion Internationale. On a parlé de l'actualité, on a parlé de la France, on a parlé des enjeux de développement durable, on a parlé de ses efforts sur la question libyenne, parce que le président congolais est le grand médiateur dans cette question. C'est vraiment, je crois, une interview un peu vérité que j'invite. Je veux dire, on parle même de foot avec le président Sassou Nguesso. Il est amateur de foot. Je ne vous dis pas pourquoi. Lisez-le à la une d'Opinion Internationale. Vous nous en avez suffisamment dit justement pour aller regarder dans Opinion Internationale, regardez le média en ligne. J'aimerais, vous savez quoi, on a retrouvé une interview de vous il y a quelques années. J'aimerais qu'on la diffuse et on voudrait la commenter justement. Regardez, c'était il y a quelques années, mais regardez déjà comment vous étiez évidemment porté par cette cause. Regardez. Ça n'est jamais suffisant parce que si demain l'extrême droite arrivait au pouvoir, il ne manquerait pas de changer la Constitution, de contrevenir à de nombreuses des libertés fondamentales. Et donc, je pense que c'est toujours possible de rétablir la peine de mort. Mais dans le cadre des institutions actuelles de la République, inscrire l'abolition dans la Constitution, c'est se doter d'un verrou supplémentaire contre toute velléité juridique de rétablissement de la peine de mort. Au-delà du symbolique, la mesure a-t-elle donc un impact réel ? L'impact réel, comme je le disais, c'est la possibilité après la révision. Bon, l'interview, on ne va pas la diffuser. Vous savez où c'était ? C'était sur le toit de rue Cognac-Jay, où à l'époque il y avait TV5 Monde, c'était il y a plus de 20 ans. Et c'était rue Cognac-Jay dans le 7e arrondissement de Paris, qui est une grande rue. Rue Cognac-Jay, c'est toute l'histoire de la télévision en France. Et c'était une époque, effectivement, où on débattait de la peine de mort dans la Constitution. Justement, ma question c'était où en est-on aujourd'hui ? Parce que alors, la peine de mort... Quand on vous entend parler, là, effectivement... Alors, entre-temps... Vous avez planté le décor. Alors, entre-temps... Mais où en est-on, là, justement, entre-temps, là ? Parce que quand je regarde 20 ans après, votre combat n'a pas bougé, mon cher Michel Taube. Entre-temps, Jacques Chirac, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai rencontré, je lui ai demandé s'il pouvait inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Il l'a fait en 2007, c'était un de ses derniers engagements. Voilà, oui. Non, c'était pas Badinter, c'était Jacques Chirac qui l'a fait en 2007. Donc le président Chirac, et 20 ans après, voilà, et 20 ans après, ou 15-18 ans après, effectivement, si demain Marine Le Pen arrivait au pouvoir, je ne pense pas qu'elle rétablirait la peine de mort, mais à mon avis, elle risquerait d'organiser un référendum sur la question, ce qui serait à mon avis pourrait être très lourd de conséquences. Donc effectivement, c'est toujours d'actualité. Je vais vous dire, vous me demandez pourquoi le combat contre la peine de mort. Parce que nul n'a le droit de vie et de mort sur autrui, surtout pas un État. Surtout pas un État. La vie, elle est sacrée pour 1001 raisons. Et donc, si on veut expliquer à des personnes « tu ne tueras point », il ne faut pas que l'État donne l'exemple, le mauvais exemple en tuant quelqu'un, même s'il l'a tué. Donc je pense que la vie est sacrée et donc on ne touche pas à la peine de mort. En un mot, parce qu'on arrive au terme de cette, évidemment, l'émission,
les engagés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui d'une phrase? Engagez-vous. Vous avez tous des raisons de vous engager. On vit dans un monde très dur, de plus en plus injuste, de plus en plus dur. La seule manière de freiner cette évolution négative, c'est que vous vous engagez dans des causes dans lesquelles vous croyez chacun. Sociales, culturelles, politiques, sportives. Même dans le sport, on peut s'engager. Je pense à Frédéric Thiriet, dont je parlais avant, qui est très engagé pour le respect, contre le racisme, pour la laïcité dans le sport. Il y a 1001 raisons de s'engager aujourd'hui, donc engagez-vous. Bravo, Michel Taube. Merci à vous. Ça va durer, on va se retrouver dans 10 ans, 5 ans, 20 ans. Avant, je suis sûr. Michel Taube, je le rappelle, aujourd'hui, tout se décide. Et son débat continue d'ailleurs dans Opinion Internationale. Merci à vous, exactement. Michel Taube, je le rappelle, c'est le fondateur, le père fondateur justement de cette ONG d'Ensemble contre la peine de mort. Aujourd'hui, c'est le fondateur d'Opinion Internationale. Il est éditorialiste, journaliste, vous l'aurez compris. Allez regarder cette interview exclusive, non, interview vérité. Exactement. Interview vérité du chef de l'État, monsieur Denis Sassou Nguesso. Interview vérité à retrouver dans Opinion Internationale. Allez vous jeter évidemment dans ce média en ligne. Merci infiniment. Merci à vous. Bon vent, bon courage. Merci à vous aussi. Et vous savez ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit? On ne lâche rien. On ne lâche absolument rien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez fidèles à Télésud. On se retrouve très vite ici même, vous le savez, sur Télésud, mais surtout dans Les Engagés. Et d'ici là, on ne lâche rien. Ciao, ciao.